Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chut Hashoma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédié à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans chouma et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques, des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute! Salam alaikum. Aujourd'hui dans cet épisode, c'est la suite de notre discussion avec Madina de Halal Love autour de l'addiction, ses causes et ses conséquences. Bonne écoute! Dans beaucoup de familles, on parle trop peu de ces questions-là, de l'amour, du désir, du rapport au corps, de la découverte de son corps, de se préparer à la vie intime, du bien-être de la sexualité, des avantages de la sexualité pour un homme, pour une femme. Et du coup, quand elles se marient, elles sont pas outillées en fait. Elles peuvent même avoir l'idée que la sexualité c'est quelque chose de mal, quelque chose de sale, que c'est juste quelque chose de pulsionnel. Je vais prendre le cas d'un couple qui est toujours dans des conflits, qui se prend la tête pour des petits trucs et qui ne fait jamais le lien avec le fait que c'est lié à leur vie intime qui est compliquée, voire chaotique, sans plaisir et sans désir. Toi, quand tu arrives dans ta vie de couple, tu négliges peut-être trop le fait que l'intimité est un bel outil de réconciliation et donc tu ne l'utilises pas et donc toi le matin personne te voit prendre le petit déjeuner avec ton époux quoi parce que t'es encore bien fâché, lui ici il est bien fâché et c'est ça aussi que produit l'harchouma, c'est ça que t'es en train de dire quelque part. Le fait d'être apaisé spirituellement va faire que la vie intime, la vie sexuelle ne va pas être motivée par une frustration. Elle va être motivée uniquement, ou en tout cas en grande partie, par juste l'envie de vivre un bon moment à deux, dans un environnement dans lequel les deux âmes sont dans une proximité qu'on peut voir nulle part ailleurs. C'est magnifique parce que ça reprend vraiment, je pense, des termes qu'on devrait tous garder avec nous à la fin de cette conversation. C'est la rahma. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cache derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Dans la seconde partie que vous vous apprêtez à écouter, les sujets sont variés et auront, à n'en pas douter, de nombreuses choses à vous apporter. Pour commencer, Zina nous explique ce que c'est que la Hashuma. Elle nous apprend également que les silences autour de l'intimité concernent et touchent toutes les communautés, y compris celles qui se disent ou pensent libérées. Enfin, on comprend pourquoi la pornographie et le tabou aboutissent non seulement à des non-dits, mais également à toute une série de frustrations, de mauvaises décisions, de non-communication et autres travers qui ont des conséquences délétères et avérées sur la vie des célibataires, mais également dans la réalité même des couples mariés, où les deux partenaires finissent parfois par être durement impactés. Mais heureusement, grâce à Dieu, la lumière pointe toujours au bout du tunnel et apporte son lot de bonnes nouvelles. Restez avec nous jusqu'au bout de notre conversation, car on y parle solution, sensibilisation de la jeune génération et guérison. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon incroyable invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute.
quand il y a une addiction, il y a une souffrance, et très souvent les personnes, elles manquent de rahma envers elles-mêmes. Et indirectement, quand elles ont le courage, parce qu'il faut du courage pour aller voir quelqu'un et dire Évidemment. J'ai ce problème-là, quand elles ont eu le courage d'aller en parler à quelqu'un, inconsciemment, en fait, elles sont là en train de demander de la rahma. C'est hyper beau. Et quand voilà, la personne qui entend ça, là je parle pas forcément en tant que professionnel de la santé, je peux parler même en tant que référent religieux, quand la personne elle vient et qu'elle dit j'ai ce problème-là, sinon on s'arrête à un problème et qu'on se dit, tu vois quoi, même que notre non-verbal, il montre du jugement, il montre un jugement, la personne qui est en souffrance, elle voit que c'est pas la porte de la rahma qui est ici. Littéralement, elle sent une porte qui se ferme en fait. Donc derrière, pour l'ouvrir à la discussion, c'est compliqué. Tout à fait. Si je reviens justement sur le terme de la rahma, je trouve que tu nous offres une très très belle transition, Zina, parce que il est temps de parler de la culture de la hchouma, parce qu'il me semble qu'il y a un lien finalement entre les deux. Avant qu'on aborde le sujet, j'aimerais rappeler que tu as publié un livre en septembre qui s'appelle Chut Hchouma, les confessions d'une sexologue musulmane. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi finalement tu as tenu à faire un livre qui était qui parle de sexualité, mais qui était focalisé sur ce sujet-là. Parce que juste avant de te laisser répondre, pour être très honnête, moi quand je l'ai lu, je me suis dit c'est très bien. Moi je vais pouvoir avoir un ouvrage qui me renseigne sur qu'est-ce que la sexualité, etc. Ton livre en parle, mais en fait, il parle vraiment beaucoup de la culture de la hchouma, et je pense que à titre personnel, j'avais pas du tout saisi l'enjeu d'aborder impérativement ce sujet-là avant même d'aller sur des questions très techniques de si tu veux te préparer à la sexualité avant le mariage, assure-toi déjà d'avoir déconstruit tout ça. Donc je te donne la parole. Merci. C'est vraiment ça en fait. Ça a été une porte d'entrée pour beaucoup dans le domaine de la sexologie. Il y a des personnes qui, suite à la lecture de mon livre, ont osé prendre rendez-vous, alors que jusqu'ici, ils connaissaient pas du tout le métier de sexologue. Et ils n'avaient pas conscience que ce qu'ils vivaient était en fait un mal-être sexuel. Le fait que ce soit un sujet tabou. Donc hchouma, c'est, comme je dis, moi c'est un mot joker qu'on donne quand on ne sait pas quoi répondre. Je suis hchouma, n'en parle pas de ça, c'est hchouma, attention, c'est hchouma. Quand on ne sait pas, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose dans le domaine intime, le mot hchouma, c'est la bonne réponse en fait. Tu vois, ça nous permet, hop, on s'en débarrasse, on se lave les mains et on passe à autre chose. Le fameux parce que c'est comme ça. C'est comme quand ton enfant il te demande parce que c'est comme ça. Exactement. Ou tu sauras plus tard. Tu sauras plus tard. Et le fait que les gens entre eux ne parlent pas de sexualité, et c'est très bien. Je suis pas en train de dire on se fait un petit tea time et puis chacune raconte ses histoires. Pas du tout, parce que il y a aussi cette autre mauvaise habitude de venir raconter toutes ces expériences sexuelles, qu'on soit marié ou non. Après voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça peut aussi avoir des effets négatifs, au-delà du fait que c'est interdit au niveau religieux de raconter sa vie intime. Donc je reviens sur le fait que parce qu'on ne parle pas de la vraie sexualité, de la santé sexuelle, les gens qui ont des difficultés ne savent pas que ce sont forcément des difficultés. Et du coup, ils ne vont pas forcément facilement faire le lien entre un mal-être généralisé et qui peut être lié à leur mal-être intime. Genre, je sais pas moi, je vais prendre le cas d'un couple qui est toujours dans des conflits, qui se prend la tête pour des petits trucs, pour des tout petits trucs, et qui ne fait jamais le lien avec le fait que c'est lié à leur vie intime qui est compliquée, voire chaotique, sans plaisir et sans désir. Tu vois, le fameux iceberg dont tu parles, tu peux peut-être en parler d'ailleurs ici. Voilà, donc le fameux iceberg, c'est un dessin qui est très parlant. Donc je dessine un iceberg, donc la partie au-dessus de l'eau et la partie en dessous de l'eau. Donc les gens viennent avec le problème visible. Donc je sais pas, on se prend la tête tout le temps. Donc c'est la partie visible de l'iceberg. Et en fait en dessous, donc la partie en dessous de l'eau, on va voir que on se prend la tête tout le temps. C'est parce que je me sens toujours attaquée, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que une fois il y a eu une trahison sur laquelle on n'est pas revenu, parce que en fait une fois la femme n'avait pas forcément envie d'avoir un moment intime, et parce qu'elle s'est sentie obligée, parce qu'elle a cette croyance que une femme qui ne veut pas de rapport intime, elle est maudite toute la nuit, et du coup elle l'a fait
pour passer une bonne nuit, pour ne pas être maudite toute la nuit. Et du coup, en fait, ça s'est pas passé. C'est resté, si tu veux, une source de colère, une source de mal-être. Et inconsciemment, dans le quotidien, elle va essayer de, à chaque fois, recréer un conflit pour venir déverser sa colère, tu vois, pour venir justifier sa colère. Et les gens, de prime abord, ils vont pas forcément faire le lien entre la vie quotidienne et la vie intime. C'est comme tout à l'heure, je parlais de la personne qui va se résumer à l'addiction à la pornographie, et elle va pas faire le lien entre l'addiction à la pornographie et, par exemple, un mal-être lié à l'enfance avec un parent très colérique, voire très violent, ou trop permissif, par exemple aussi. Être trop permissif, ça peut avoir des conséquences sur la vie sexuelle future de l'enfant. Et donc, en fait, tout l'enjeu, si tu veux, de la thérapie, c'est de pouvoir accompagner la personne ou les personnes, quand ils viennent en couple, à faire des liens avec différents comportements qu'ils ont développés et de pouvoir leur apporter des outils, des ressources qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Et par rapport à l'Hashoma, si tu veux, le fait de, pour beaucoup, et comme je le précise dans mon livre, dans l'introduction, quand on dit certains couples, beaucoup de couples, etc., c'est très vague parce qu'on n'a pas de vrais chiffres là-dessus. Tu vois, dans pas mal de familles, et là, c'est encore une fois, c'est toute communauté confondue, hein, parce qu'on entend souvent, ouais, mais chez nous, c'est grave, chez nous, ça craint. Non, mais en fait, c'est chez tout le monde. Hein. Chez Martin, Arthur et compagnie, les galères, elles sont identiques. Faut arrêter de croire que chez les franco-français ou les belgo-belges, on parle d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle de manière très apaisée, très sereine. Enfin, faut arrêter ces mythes-là. Donc ces difficultés-là, elles sont rencontrées chez tout le monde, alors qu'on est dans une société, on va dire, où on a plein de sources d'informations, mais les vrais sujets liés à la vie affective et sexuelle, on en parle trop peu. Dans beaucoup de familles, on parle trop peu de ces questions-là, de l'amour, du désir, du rapport au corps, de la découverte de son corps, de se préparer à la vie intime, du bien-être de la sexualité, des avantages de la sexualité pour un homme, pour une femme. Voilà, il y a trop peu de personnes qui ont eu cette éducation sur ces différents points. Et du coup, quand elles se marient, elles sont pas outillées en fait. Elles peuvent même avoir l'idée que la sexualité c'est quelque chose de mal, quelque chose de sale, quelque chose dont il faut juste se débarrasser, que c'est juste quelque chose de pulsionnel. Et le fait d'avoir ces croyances-là, ça va faire que, en fait, ça va donner des complications au point où, un homme qui va peut-être avoir envie de câlins, de bisous, de moments chill, décontractés. Peut-être que lui, à force d'avoir entendu un homme, ça doit prendre les devants, un homme, ça doit être limite violent parce que les femmes, elles aiment ça, tu vois, tous les messages qu'on peut véhiculer sans même rentrer dans la pornographie. Hein. Donc, tu prends des films lambda, c'est vraiment l'image qui est souvent donnée des hommes. Lui, peut-être qu'il va se mettre à développer ces caractéristiques-là pour se sentir reconnu en tant qu'homme. Tu vois, malgré lui, en fait. Ou une femme qui pourrait avoir un appétit sexuel, elle va se mettre à l'éteindre parce qu'elle se dit, en tant que femme de bonne famille, en tant que bonne épouse musulmane, en tant que bonne maman, c'est pas légitime de courir après son mari et de lui faire des avances sexuelles par téléphone quand il est au boulot ou quand il est sur le chemin du retour à la maison. Et petit à petit, à cause de cette pudibonderie, de cette fameuse chouma, l'un et l'autre vont se mettre à développer des comportements qui vont, on va dire, les empêcher de s'épanouir sexuellement. Ça peut être même par mimétisme du couple parental qu'ils ont eu. À force d'avoir vu ses parents fonctionner d'une certaine manière, une fois adultes, ces enfants vont reproduire en fait les mêmes schémas. J'ai toujours vu, je sais pas moi, une personne va dire oui, j'ai toujours vu mes parents se prendre la tête à table, mais pourtant je les ai jamais vus se réconcilier le soir.
Et du coup, sans comprendre pourquoi le matin, ils se retrouvaient à prier ensemble et à discuter pendant le petit déjeuner, alors que la veille, ils étaient en train de... Ouais, toi, tu les as quittés sur une dispute, quoi. Donc, Voilà, ouais. Et ça peut être aussi quelque chose que les personnes peuvent reproduire une fois mariées, sans comprendre pourquoi, en fait. C'est ce que la personne a toujours vu. Donc, pour elle, en couple, ça fonctionne comme ça. Et au niveau sexuel, ça va être une personne qui, je sais pas moi, elle a jamais vu sa maman être dans une attitude séductrice, parce que la Shoma, on va pas se mettre à se rapprocher devant nos enfants. Et du coup, c'est une personne qui peut comprendre que, en tant que femme mariée musulmane, je développe pas mon côté séducteur. Ça rentre pas chez nous. Ou quand j'ai des enfants, ça s'arrête. Parce que parfois, il y a ce truc aussi de se dire, ah bon, non, mais là, par contre, il y a des enfants, donc on arrête tout. Ouais. Sauf que du coup, ça coupe une véritable solution, quelque chose qui peut te faciliter le quotidien. Parce que tu vois, tu parlais de l'exemple de mes parents se sont disputés, puis la veille, tout va bien, et moi, j'ai pas vu la solution. Donc du coup, ouais, t'as pas vu la réconciliation. Et donc toi, quand tu arrives dans ta vie de couple, en fait, tu négliges peut-être trop le fait que l'intimité sexuelle est un bel outil de réconciliation. Ouais. Et donc tu ne l'utilises pas. Et donc toi, le matin, personne te voit prendre le petit déjeuner avec ton époux, quoi, parce que t'es encore bien fâché. Lui ici, il est bien fâché. Ouais. Et c'est ça aussi que produit l'Archouma. C'est ça que t'es en train de dire quelque part. Ouais, tout à fait. Et petit à petit, en fait, cette Archouma ambiante au sein des foyers, elle va empêcher de recevoir on va dire les états d'âme des jeunes et des moins jeunes, de vraiment parler de soi, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, de leurs peurs, de leurs émotions de manière générale, et encore moins de recevoir leurs questions liées à l'intime. Et quand on n'a pas de réponse à ça, les jeunes et les moins jeunes peuvent trouver du réconfort de manière paradoxale ailleurs dans le visionnage de films pornographiques. Alors, il faut savoir aussi que visionnage de films pornographiques, pour ceux de notre génération, donc qui ont entre 30 et 40 ans, on est encore dans les années 2000 quand on était jeunes, nous. Et pour nous, porno, ça rimait avec, tu vois, quand t'allais au vidéoclub, louer une cassette, t'as l'impression que voilà, tu mets un chapeau, une veste et que t'es en mode... ici en Belgique, on dit en mode stummeling, tu vois, t'es en mode sous-marin, comme ça personne te voit, etc. Aujourd'hui, pornographique, t'es sur Insta et t'as des invitations de comptes purement pornographiques, en fait, qui sont pas du tout censurés par cette plateforme-là. Parce que voilà, hypersexualisation oblige, ce contenu-là est devenu très facile d'accès. Du coup, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être quand tu télécharges un film, ça peut être même dans certaines séries ou certains films, il y a des scènes purement sexuelles qui finalement en fait sont du porno à un certain degré. Et oui, bien sûr. En fait, la limite elle est de plus en plus fine. Hein. Ça aussi, je pense qu'il faut qu'on le précise, c'est que parfois, en fait, le porno, c'est plus sur Canal+ encrypté, c'est plus parce qu'en fait, comme tu le dis, on est une génération où la pornographie, ça avait des codes. C'est après une certaine heure, c'est effectivement aller au vidéoclub. Enfin, c'est déjà ça demande beaucoup d'efforts. Et puis il y a des codes qui font que c'est dans un coin précis de la journée ou même dans un lieu précis. Or là, c'est tout mélangé. C'est tu vas faire tes courses, tu vois des choses, tu vois des postures, tu vois des affiches où tu te dis alors là, pourtant on est en plein magasin là, je comprends pas bien, je suis avec mon enfant, c'est ça la réalité. Mais c'est parce que en fait, si tu veux, c'est vrai que moi tu m'avais dit une chose qui était très intéressante quand on a préparé l'interview, c'est que en fait l'Archouma a un impact sur de la consommation de la pornographie et la pornographie a un impact sur l'Archouma. Et c'est vrai parce qu'en fait là tu as très bien expliqué la première partie et la deuxième partie, c'est vrai que quand tu es agressé, parce que moi c'est comme ça que je le vis, des fois t'es agressé par tous ces contenus pornographiques, ça te shut down complet en fait, t'as plus envie d'en parler, tu sais même pas littéralement par quel bout le prendre quoi en fait, donc tu retombes dans l'Archouma. En fait, tu peux tellement être dégoûté, écœuré de cette hypersexualisation et de cette pornographie ambiante que tout ce qui s'approche de près ou de loin à la sexualité, tu barricades en fait. Tu veux plus rien entendre,
tu veux plus rien sentir, tu te protèges, tu vois. Mais cette protection, toi, tu la comprends peut-être en tant qu'adulte, parce que tu as réfléchi, tu as mis du sens. Mais déjà, toi-même, en fait, tu peux même te couper de ton désir sexuel de cette manière-ci. Donc ça peut avoir des incidences. Et dans l'éducation que tu vas donner à tes enfants, tu les empêches justement de s'intéresser à ce sujet-là, alors que ça les concerne. Qu'on le veuille ou non, tout le monde a du désir sexuel à un certain degré. Il y en a qui sont à 0,0001% de désir sexuel, mais d'autres qui sont presque à 100%. Donc, ils y pensent matin, midi, soir, sans forcément avoir de problème sexuel. Et ça, c'est important aussi de le dire, parce que, comme j'aime bien le souligner, c'est pas parce que nous, on peut être désintéressés de la sexualité que ceux qui s'y intéressent sont des pervers. Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un... Est-ce qu'il y a... Pardon, hein, est-ce qu'il y a un degré justement à partir duquel on se dit non là quand même la personne y pense trop? Est-ce qu'il y a des moments où c'est trop? Il y a des personnes pour qui c'est trop, littéralement, où on se dit là vraiment quand tu demandes plusieurs fois par jour un rapport à ton épouse ou à ton époux, c'est trop ou voilà. Alors c'est vrai qu'en sexologie on n'aime pas parler de normes parce que justement c'est une manière de parfois faire d'une situation un problème alors que ça ne l'est pas. Tant que votre désir sexuel vous empêche pas d'être heureux, ne vous empêche pas d'avoir une vie sociale, de répondre à vos besoins et devoirs religieux, à vos besoins et devoirs conjugaux, familiaux, c'est OK. Tant que ça vous empêche pas aussi de... C'est une bonne définition, ça. Hein. J'avais jamais pensé, mais c'est vrai en fait. Dès lors, en fait, parce que effectivement, je pense que quand on a tout le temps besoin au point que tu n'arrives pas à manger, je parle même pas d'obligations religieuses où là vraiment, là effectivement, on peut tirer la sonnette d'alarme sur le non, là il y a un dérèglement. Je dis pas que c'est mal, mais il y a un dérèglement parce qu'effectivement, t'es pas heureux en fait quand ça prend toute ta vie. De toute façon, c'est le principe même de l'addiction. On a commencé par là quelque temps. Et enfin, là j'ai envie de dire, on a développé encore d'autres questions par rapport à l'éducation sexuelle. Oui, bien sûr. On va revenir un peu sur le sujet vraiment de la pornographie, de ses conséquences pendant la vie de couple. Parce que souvent, on entend aussi, oui, mais c'est bon, l'addiction, c'est un problème qui me concerne que moi, c'est entre moi et Dieu. Alors, oui et non, en fait. Parce que quand tu es marié, le fait parce que souvent aussi, on n'en a pas parlé jusqu'ici, hein, mais le problème un des autres problèmes liés à l'addiction à la pornographie, c'est qu'il y a souvent une addiction à la masturbation qui est associée. Les gens se contentent très rarement de juste regarder. En fait, c'est que l'excitation est tellement importante que la personne a besoin d'aller jusqu'à l'excitation. Qui joindra un acte, en fait. D'y joindre un acte. Voilà, un acte, donc jusqu'à la masturbation. Et là, la masturbation, ça mériterait aussi un autre podcast à part entière. Et du coup, cette pratique-là fait que la personne, quand elle est mariée, si c'est une addiction, par exemple, qui est installée depuis l'adolescence, je sais pas, en général, ça peut être une découverte de la pornographie, masturbation vers 13-14 ans. Même si on voit que cet âge-là, il a tendance à diminuer d'année en année, parce que voilà, hyperstimulation, hyperexposition à la sexualité. Donc cette personne-là, imaginons qu'elle a découvert la pornographie, la masturbation vers 14-15 ans, elle se marie vers, je sais pas moi, 25-27 ans, ça fait déjà plus de 10 ans en fait que la personne elle a ces habitudes-là. Plus de 10 ans où ton cerveau, il a eu l'habitude de sécréter de la dopamine avec un niveau très élevé, du coup, quand tu te retrouves en couple avec une sexualité normale, entre guillemets, la dopamine, elle est pas au top niveau, tu vois. Du coup, l'excitation, elle a du mal à décoller. Et du coup, une des manières que la personne peut développer pour aller jusqu'à la jouissance, ça va être, bien évidemment, de se remémorer ces images-là. Tu vois. Donc, il y a le fait de se remémorer d'une part, il y a le fait aussi que ça a été biaisé. C'est-à-dire que dans son imaginaire sexuel, son imaginaire érotique, la personne, elle n'est excitée que lorsqu'elle vit les pratiques sexuelles qu'elle a vues dans ces vidéos-là, dans ces images-là, dans ces photos-là. Et on va dire, un des problèmes du porno, c'est la violence qu'il y a, la vulgarité qu'il y a, la soumission de la femme à l'homme qu'il y a, le fait que parfois ce sont vraiment des actes, des comportements sexuels
on va dire, interdits aux yeux de la loi et aussi de la loi religieuse, c'est-à-dire des pratiques sexuelles contraintes, donc le viol, le non-consentement, donc le fait que l'autre personne n'ait pas envie de ça, le fait que ce soit fait, que ce soit une sexualité aussi très centrée sur le plaisir génital, très centrée sur la pénétration en tant que telle, c'est une manière de réduire la sexualité à exclusivement du plaisir pénétratif, sans tenir compte de tout ce qu'il y a autour, donc tout ce qui est périgénital, donc tout ce qui est caresse, tout ce qui est massage, tout ce qui est bisous, tout ce qui est découverte d'autres zones érogènes, de tous les plaisirs qu'il peut y avoir sur à tous les autres moments de la journée, par exemple. Et ça aussi, ça a un impact en fait dans l'intimité de l'autre. Donc ça ne concerne pas que la personne qui souffre d'addiction. Et c'est en cela, en fait, que c'est, on va dire, une trahison que de se marier avec une personne addicte à la pornographie, qui, bien sûr, va rarement le dire avant le mariage. T'imagines, ça va comme, oui, en fait, j'ai une addiction à la pornographie, mais t'inquiète, je m'occupe de tout et une fois mariée, je vais régler ça. La personne, elle va pas. Donc, parce que souvent, voilà, encore une fois, on revient sur le fait qu'on n'a pas sensibilisé les gens à se prendre en charge et à régler leurs problèmes intimes avant le mariage. Il y a cette croyance-là de quand je vais me marier, je vais me remettre sur le droit chemin et mon problème de pornographie, adios amigos, il va être résolu. Tu vois ? Bah, c'est surtout que, enfin, c'est exactement ce que tu dis, mais c'est vraiment, je pense, cette pensée qui est tout à fait logique dans l'esprit de chacun de, non, mais en fait, je regarde du contenu pornographique parce qu'il faut bien que je trouve une solution vu que je suis pas mariée. Mais quand je serai mariée, bah, du coup, j'aurai une solution. Donc, du coup, bah, c'est sûr que je regarderai plus. Sauf qu'en fait, quand tu consommes ce type de contenu, tu endommages ton circuit de récompense qui est complètement, pour le coup, court-circuité. Ce qui fait que derrière, ben, comme tu l'as très bien dit, en fait, la personne, pour être très claire, elle, pour qu'elle ait du plaisir, il faut que ça aille vite. Il faut ça passe par un circuit très très précis. Or, l'échange que tu vas avoir avec ta partenaire, il est presque ou ton partenaire, il est presque antinomique en fait, dans le sens où bah, c'est pas du tout les mêmes circuits, c'est pas les mêmes habitudes. Donc, évidemment qu'il faut pouvoir soigner toutes ces enfin, faut réparer en fait, justement, faut réparer ton circuit de récompense. Il faut faut que ta dopamine elle puisse réagir différemment. Et ça, c'est pas le mariage qui va réparer ça en fait. C'est un soin particulier et c'est très très important de le rappeler. Il me semble. Oui, et la bonne intention et le mariage ne suffisent pas pour régler un problème d'addiction. Ça, c'est important de le dire aussi. C'est parce que, enfin, il peut y avoir des messages comme ça très beau, limite avec des paillettes autour de voilà, Inch'Allah, quand je vais me marier, tout va rentrer dans l'ordre. Mais non, en fait. Quand tu disais là, par exemple, le fait d'avoir eu un fonctionnement de récompense très intense au niveau de la dopamine, la personne, elle peut avoir envie d'un rapport très rapide, mais parfois, justement, le fait que cette dopamine sécrétée dans un rapport dit normal, entre guillemets, le fait que ce soit pas assez excitant, ça peut être aussi des rapports qui durent très 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 longtemps, avec des éjaculations retardées, avec une jouissance retardée. Donc là, on parlait d'éjaculation par rapport à l'homme, mais ça peut être un pic de jouissance retardé chez la femme, parce que le stimuli n'est pas assez intense. Et ça a des conséquences chez l'autre aussi, de se retrouver à chaque moment intime rime avec oh là là, ça va durer trop longtemps, va y avoir des douleurs, et vivement que ça se finisse en fait. Tu vois ? Et là, il y a aussi un piège dans lequel certaines personnes tombent. Donc là, je vais parler du cas où dans un couple, il y a une addiction à la pornographie chez l'homme, où la faute, elle est rejetée chez la femme. La faute, elle est rejetée sur la femme, mais t'es pas assez excitante, t'es pas assez demandeuse, oui, tu m'excites pas, c'est trop fade avec toi, y a pas de folie, tu mets pas assez de lingerie, t'as grossi, t'as pas une grosse poitrine, t'as pas des grosses fesses, tu veux que ce soit toujours dans la même position, moi j'ai envie qu'on essaie autre chose, des pratiques qui peuvent ne pas être en adéquation avec nos principes religieux, hein. Ça peut être très souvent, ce qui revient, c'est le mari qui a envie
pénétration anale, alors que la femme, pour elle, c'est niette et c'est pas possible. Mais à force d'avoir été excité en voyant ça, bah, l'homme, pour lui, la jouissance ne peut passer que de cette manière-là. Donc, je reviens sur ce que tu es en train de dire, c'est que l'homme, il va rejeter la faute sur la femme, et une femme qui n'a pas connaissance de l'addiction de son mari, d'une part, et qui n'a pas forcément confiance en elle, parce que, tu sais, on est aussi dans une génération où on met beaucoup l'accent sur l'apparence féminine, le fait qu'une femme, elle doit être au top, qu'elle doit avoir un certain corps. On se retrouve aujourd'hui avec des femmes qui vont hyper sexualiser leur corps, avec des chirurgies esthétiques, les pratiques de botox labial au niveau du visage, mais botox aussi au niveau génital, hein. On a des femmes qui vont faire appel à de la chirurgie esthétique au niveau génital parce que voilà, le mari peut dire ah, j'aime pas trop que au niveau génital tes lèvres elles ressortent trop, ou une qui est trop longue, et donc ça peut développer des complexes chez la femme qui va, encore une fois, si elle n'a pas confiance en elle, se dévaloriser et se dire je vais me plier en quatre pour faire plaisir à mon mari, parce que mesquine, mon mari, il n'a le droit qu'à moi, et donc moi je dois être au top de ma forme, parce que sinon tu sais, plein de discours moralisateurs comme ça de sinon il va y voir ailleurs. Exactement. Et du coup, la femme, malgré elle, elle va rentrer dans ce mécanisme d'être dans cette toute-puissance sexuelle pour répondre à un besoin masculin qui est inatteignable, parce qu'il y a une addiction à la pornographie et à la masturbation. Bien sûr. Et ça, c'est important aussi, parce que souvent, en consultation, les femmes qui viennent, elles viennent avec ouais, j'ai pas assez de désir sexuel pour mon mari, et donc c'est un problème pour mon couple. Et là, tu parlais de normes tout à l'heure. Ce que j'aimerais leur dire, c'est quand elles ont un mari qui est demandeur tous les jours, et que elles ont une vie normale entre guillemets, bah voilà, par exemple, je sais pas moi, qu'elles bossent à l'extérieur ou qu'elles bossent à l'intérieur, qu'elles ont des enfants ou pas, elles ont déjà une charge mentale et une charge physique importante, et elles n'ont pas le temps de laisser à leur corps et à leur esprit d'avoir des envies sexuelles que l'homme il est déjà en train de demander. Et donc pour lui, elle demande jamais, et elle culpabilise de pas faire assez d'efforts au niveau sexuel. Et là en fait on rentre dans un cercle vicieux où l'homme, pour on va dire répondre à son besoin, va se réfugier encore et encore dans la pornographie et la masturbation, parce que le plaisir, le besoin est trop pressant. Tu vois, et en fait et qu'il n'est pas assouvi voilà. chez la partenaire. C'est à cause de toi que moi je règle pas ce problème-là. Oui, ouais. Alors en plus, ça fait beaucoup de problèmes à mettre sur la tête d'une seule et même personne, je trouve. Mais ça en fait, moi, ce que j'entends, enfin, franchement, hein, les personnes qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore fait un lien très très clair entre la culture du fait de se taire, parce que c'est ça l'archement en fait, la culture du tabou, le fait de se taire, de pas interroger ses désirs à soi. Le fait de pas interroger ses besoins, le fait de pas se connaître, et des conséquences dramatiques, j'utilise ce terme, dramatique dans les vies, qu'elles soient maritales ou les personnes célibataires qui du coup malheureusement se mettent dans des difficultés que potentiellement tu vas apporter dans ton mariage. Bon bah voilà, le lien là il est plus que clair en fait, et je trouve que c'est très très important que tu en parles, Zina, parce que pour moi, la première, en tout cas, je trouve que c'est pas un lien qui est forcément visible, en fait. Enfin, tu le vois, mais je crois qu'on se rend pas compte à quel point c'est lié, en fait. Parce que finalement, que ce soit la pornographie ou autre difficulté sexuelle au sein du couple, là, pour le coup, tout est quand même très, très lié à des frustrations, en fait. Tout est très lié à des frustrations, et souvent, la frustration est liée à une non-communication. T'es frustré pourquoi? Parce qu'il y a un souci qu'on n'a pas évoqué, on n'a pas voulu te donner la parole là-dessus, on t'a dit que c'était pas normal, on t'a dit que tu n'étais pas normal, et donc du coup tu mets un couvert dessus, et donc ça crée une frustration, et derrière ça crée des problèmes qui sont liés à la sexualité. Exactement. Quoi. Et c'est aussi en tant que musulman, on parle trop peu de l'équilibre entre une vie sexuelle et une vie spirituelle. Le fait que tu peux en parler? Avec plaisir. Le fait de, on va dire d'être apaisé spirituellement va faire que la vie intime, la vie sexuelle ne va pas être motivée
par une frustration. Elle va être motivée uniquement, ou en tout cas en grande partie, par juste l'envie de vivre un bon moment à deux dans un environnement dans lequel les deux âmes sont dans une proximité qu'on peut voir nulle part ailleurs. Tu vois. Et là, bien évidemment, qu'on va penser au verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Le fait que ce vêtement, il est là pour protéger, embellir, réchauffer, mettre en sécurité, et nous donner de la valeur aussi, nous donner une certaine image, et trouver justement cet équilibre-là dans cette relation saine, intime, va permettre aussi de, finalement, à ce moment-là, de ne plus former qu'un seul. Et quand on est dans cette symbiose-là, et ben, subhanallah, c'est un moment où les deux conjoints vont être comme un peu déconnectés, si tu veux, de ce monde très terrien, très terrestre plutôt, très pris dans ces notions de besoin, etc. C'est juste là, on est dans une connexion intense, unique en fait. Et quand on est bien là-dedans, en fait, on va être dans un cercle vertueux. C'est quelque chose qui va venir apaiser notre âme. Et du coup, bah, voilà, on peut aller vaquer à nos occupations de manière beaucoup plus sereine et serein. Et du coup, bah, à un moment donné, ça nous renvoie une image positive de nous, ça nous renvoie une image positive de l'autre. Et petit à petit, bah, on a envie, si tu veux, de se replonger dans cet état avec l'autre. Et là, on est vraiment dans une vie intime qui prend un sens tout autre, un sens dont on parle que trop peu, parce qu'on pense justement qu'il y a une incompatibilité entre le plaisir sexuel et la sérénité de l'âme. Entre le plaisir sexuel et une vie religieuse saine et accomplie. Et quand on a compris ça, en fait, on va pouvoir travailler sur nos autres frustrations et ne pas utiliser la sexualité pour répondre à des besoins non assouvis. Et on va pas utiliser notre conjoint, notre époux-épouse, pour répondre à des frustrations, parce que c'est pas son but. Allah n'a pas créé notre époux-épouse pour qu'on puisse nous répondre à nos frustrations. C'est réduire l'autre dans un rôle purement sexuel, bestial. Alors que normalement, quand on est dans cette dynamique du zawej, du mariage, on est dans cette complémentarité où en fait on est censé être un duo tous les deux pour s'élever. Et pas utiliser l'autre pour « Ah, donc tu réponds pas à ce besoin, donc tu vas être maudite » ou t'es pas gentil, t'es pas doux avec moi, ou tu réponds pas à mes envies sexuelles à moi en tant que femme, donc t'étonnes pas si je vais voir ailleurs, tu vois. Moi, j'aime beaucoup dire, dans le couple, on peut choisir d'être un duo ou un duel. Ouais. Et là, petit à petit, je pense que les auditeurs et les auditrices vont vraiment comprendre le lien que je voulais faire entre la pudibonderie, donc la chouma, et la pornographie. C'est que, déjà, normalement, avant même de se marier, chacun et chacune devrait se questionner sur comment va ma vie intime. Ça, c'est un premier point. Et donc, c'est pas parce qu'on s'est marié que c'est trop tard, hein, pas du tout. Mais ceux qui sont pas encore mariés, c'est vraiment prenez cette opportunité-là c'est le mieux. Ouais. Enfin, c'est une opportunité. Exactement, de faire ce travail-là en amont d'un mariage. Et ceux qui sont déjà mariés, c'est de pouvoir se poser et de se questionner sur comment va d'abord la vie à deux, comment va la vie intime. Et s'il y a une addiction à la pornographie, la masturbation, c'est est-ce qu'on est prête à faire appel à quelqu'un pour pouvoir en sortir, pour pouvoir amener vraiment de l'apaisement et de la sérénité au sein du couple. Donc là, il s'agit en fait pour l'époux, l'épouse d'une personne qui souffre d'addiction, de changer de rôle en fait, de passer de codépendant à cette addiction à co-aidant. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, voilà, on aurait tendance à facilement dire, écoute,
il ou elle a un problème, c'est bon, next, passe à autre chose, libère-toi, c'est toxique. Le mot de 2022, je pense, toxique, on l'entend partout. Bah après Chouma, il y a toxique, ouais, justement, dans les trucs là dont on devrait se débarrasser, là, je n'en peux plus, moi. Exactement. Et donc, c'est vraiment de se dire, ok, mon épouse souffre d'une addiction, eh bien, je ne suis plus dans la dépendance de cette addiction. Je suis plus là à être dans la plainte, à être dans la passivité, à attendre que ça change tout seul, etc. À un moment donné, je vais aider mon épouse à sortir de cette difficulté-là, à sortir de cette addiction, et je vais prendre les devants, je vais prendre les rênes, et je vais agir de telle sorte à donner un nouveau souffle à notre couple. Et c'est pour ça que on peut tout à fait utiliser une addiction qui est une grande épreuve dans un couple comme un nouveau départ pour celui-ci. Plutôt que d'être dans l'attitude défaitiste, pessimiste de voilà, c'est le début de la fin et on n'arrive pas à passer au-delà. Et encore une fois, pour ceci, il faut qu'il y ait un travail spirituel qui soit mené. Oui. Il faut avoir une confiance en Dieu aveugle. Oui. Et il faut se sentir responsable du bien-être de son couple. Et quand on a vraiment compris ça, eh ben, subhanallah, la sortie de l'addiction est envisageable. Elle est possible. Ça ne veut pas dire qu'elle sera facile, mais qu'elle est possible. C'est magnifique parce que ça reprend vraiment, je pense, des termes qu'on devrait tous garder avec nous à la fin de cette conversation. C'est la rahma. La rahma envers son époux, son partenaire ou son épouse, c'est le fait de se dire que c'est pas une fatalité. Ça, c'est très important. Et le fait de se dire que, en fait, moi, en t'écoutant, je réalise qu'en réalité, la pornographie, c'est un peu, en gros, la solution finale ou extrême à cette frustration que beaucoup rencontrent, parce qu'encore une fois, dès lors où on n'a pas été éduqué sexuellement, on va au devant de problème, en fait. C'est une réalité, on l'a très bien dit, dès lors où t'en parles pas, ça va être quelqu'un d'autre va vouloir prendre la parole là-dessus, en fait. Donc, en fait, des frustrations, beaucoup en ont, si ce n'est tous, dès lors où ça n'a pas été traité, en fait. Et donc, prenons cela comme une opportunité de la traiter, parce que la frustration n'est pas une fatalité. Ça, moi, c'est vraiment ce que j'entends dans ton discours, c'est que c'est pas du tout une fatalité et que il faut vraiment absolument qu'on se dise qu'il y a de l'espoir, et dès lors où on est croyant, on sait que cet espoir-là, il est réel, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit et nous enjoint à garder de l'espoir en toutes circonstances. J'aimerais juste, avant qu'on se quitte, Dina, qu'on ait justement un mot, c'est important pour la jeunesse, parce que la chouma, souvent c'est quelque chose que tu rencontres très tôt, que tu amènes avec toi dans ton sac à dos, et puis après quand tu as des enfants, hop là, tu leur transmets, et du coup, le cercle, voilà, le fameux cadeau, et du coup, c'est quelque chose qui se transmet. Alors tu l'as très bien dit en début de conversation que c'est super parce que la nouvelle génération prend un peu ce sujet à bras-le-corps, a bien compris qu'on pouvait pas continuer comme ça. C'est super. Pour les personnes qui ont des enfants, pour les personnes qui n'en ont pas, mais qui sont des super tatas, n'est-ce pas, des super tontons, et qui ont envie d'accompagner ces enfants qu'on aime de tout notre cœur. Comment on fait pour accompagner nos enfants? Alors, ma question de base, c'était est-ce qu'on est obligé de leur parler de cette question? C'est plus ma question, parce que j'ai bien compris que oui. Et du coup, ma question, c'est comment? Voilà. Exactement. Ça me fait parce que notre atelier, je disais en début d'interview avec mon collègue Oussama Jamal pour l'éducation à la pudeur et à la sexualité, on ne l'a pas intitulé pourquoi. En gros, faut-il parler de pudeur et de sexualité à nos enfants? C'est comment. La question du pourquoi, je se pose même plus, en fait. À un moment donné, il faut qu'on comprenne que c'est une obligation et que c'est une urgence sanitaire, tu vois. On n'a plus le temps de se poser cette question du faut-il ou faut-il pas. Non, il faut tout simplement. Donc, le comment, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'exposition à du contenu pornographique, est-ce que tu sais c'est à partir de quel âge? Je crois que c'est à partir de 12 ans en moyenne, mais que c'est de plus en plus tôt. Mais peut-être que tu vas me dire plus tôt encore. Maintenant, on parle de 9-10. Maintenant, on parle de 9-10 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. On parle de 9-10 ans. Et après, le contenu pornographique, ça peut être vraiment un jeune qui va chercher porno sur Google, comme ça peut être malgré lui, on va dire, il tombe dessus quand il regarde sur YouTube une vidéo ou un film qu'il télécharge. Ça peut être aussi dans les jeux vidéo. Tu vois, dans les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo où
on va pas les citer, on va pas leur faire de pub, mais il y a des jeux vidéo, mais en tout cas pour les parents qui vont écouter ça, ou les super tontons, super tatas, il y a des jeux vidéo où quand on passe d'un niveau à l'autre, on est récompensé et on peut avoir je vais mettre des grands guillemets parce que les gens ne voient pas mais nous entendent, mais on va on va pouvoir avoir un rapport sexuel avec une femme habillée comme on le souhaite, dans une voiture, dans un stade, dans un peu importe le terrain. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, ça peut être un rapport solo, un rapport à plusieurs. Et donc, les jeunes qui jouent à ces jeux-là, qui sont normalement interdits au moins de 18 ans, mais il y a plein de parents qui savent pas ça et qui vont se dire ah ouais, alhamdoulilah, mon enfant il est juste en train de jouer dans sa chambre, il fait de mal à personne, il est pas en train de très solitaire. Exactement. Et bah du coup, c'est des jeunes qui vont très tôt découvrir des images très violentes et vulgaires de la sexualité et comme un moyen de récompense. J'ai passé une bonne journée, bah, je vais jouer pour me faire plaisir et donc je vais aussi consommer des images sexuelles pour me récompenser. Donc ça peut être aussi une découverte de cet ordre-là. Donc une manière, si tu veux, de comment enfin oser aborder la pornographie avec les jeunes, c'est en fait c'est faire comme des petits ateliers, des petits cercles à plusieurs, c'est toujours plus facile, je trouve, que en tête à tête. C'est quoi les films que vous regardez? Est-ce qu'il y a du contenu qui vous heurte? Pour vous, c'est quoi l'amour? Comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? C'est quoi être en relation? Est-ce qu'il y a des comportements qui vous choquent à l'école ou sur le chemin de l'école, dans un film? Et puis, petit à petit, est-ce que vous avez déjà entendu parler du porno? À un moment donné, il va falloir le dire, en fait. Et pas, parce que une des croyances, c'est parler du porno, c'est les initiés au porno. Ah, d'accord. Tu vois? Alors qu'en fait, non, pas du tout. Éduquer, ce n'est pas initier. Au contraire, on va voir que les jeunes avec lesquels on a fait de l'éducation sexuelle vont être beaucoup plus conscients et beaucoup plus alertés que les jeunes abandonnés. Tu vois? Et donc, à un moment donné, il va falloir que les parents parlent clairement du porno, de c'est quoi du porno, donc en termes de photos, vidéos, dans les mangas, par exemple, il y a vraiment des images hyper sexualisées qu'on pourrait qualifier de pornographiques. Ouais. Et puis avec des femmes qui n'existent pas du tout dans la vraie vie, là, qui font 1m80 et une taille 32, là, on sait bien. Okay, exactement, d'accord. taille de guêpe, poitrine. Oui, ah oui, bien sûr, ah oui, bien évidemment, j'avais oublié, bien sûr. Des tailles non négligeables. Mais du coup, tu vois, là je disais tout à l'heure, oui, alhamdoulilah, mon enfant est juste en train de jouer aux jeux vidéo, comme on a aussi, alhamdoulilah, ma fille ou mon fils fait que lire matin, midi et soir. Mais qu'est-ce qu'il lit? Est-ce que tu t'es déjà renseigné au sujet de ses lectures? Est-ce que tu as déjà partagé des lectures? Ah oui. Ah, je suis désolée, je suis obligée de faire un aparté là-dessus qui est extrêmement important. On en parle très souvent avec mon amie Héline du Thé Livresque, qui a justement un podcast sur les livres. Attention, vraiment gros warning pour les parents qui ont notamment des jeunes filles, des adolescentes, parce que justement quand c'est des mangas, on se dit ah bah c'est bon, moi c'est ma fille, elle aime pas les mangas. Faisons très attention. Il y a de plus en plus de scènes très explicites, voire pornographiques, dans les romans young adultes que lisent les jeunes filles, et c'est vraiment des scènes que vous-même vous n'oseriez pas lire. Donc c'est très important qu'on se renseigne tous sur que lit mon enfant et quel est le contenu, parce que honnêtement moi je trouve qu'il y a vraiment il y a presque une propagande de la pornographie, et c'est très important qu'on contrôle ça. La propagande de la pornographie, elle n'est pas forcément là où on le pense, justement. Exactement. On se dit, regarde, Netflix, ça va, mais non, dans les livres aussi. Exactement. Et là, c'est vrai que durant tout le podcast, on n'a pas eu l'occasion de parler des fantasmes aussi qui vont découler de cette consommation de pornographie, qui est très importante. En fait, c'est le fait de pouvoir être excité que selon certaines, on va dire certaines silhouettes, conditions, environnement, etc. Et là, par rapport au fantasme, ça me rappelle une jeune fille que j'ai lors d'un atelier que j'avais fait avec des lycéennes, où une jeune fille s'est confiée à moi et qui m'a dit est-ce que c'est normal de ne plus du tout trouver attirant, séduisant les jeunes garçons, parce que seuls les héros des mangas m'excitent. C'est hyper violent et hyper inquiétant. Donc déjà, elle avait eu le courage de pouvoir me le dire, et elle a eu conscience en fait de ce problème-là. Et elle se disait jusqu'où en fait ça pourrait aller.
Mhm. C'est vraiment... c'est pour ça que parler des images pornographiques et surtout de leurs conséquences, par exemple, moi, quand je fais des ateliers avec les jeunes, c'est est-ce que vous savez c'est quoi les conséquences du porno? Donc très souvent ils vont dire oui, bah après tu vas avoir besoin de te masturber. Donc voilà, ils vont vite faire le Le lien. lien. Et que là on est vraiment dans une masturbation avec des conséquences très néfastes pour ces jeunes-là. Et ensuite ils vont petit à petit faire le lien avec le fait la personne qui va regarder du porno va avoir besoin d'être seule, donc de s'isoler, de plus sortir voir ses amis, avoir une image très dégradée de sa personne, se sentir sale. Donc, si je me sens sale, je me sens pas légitime à avoir un lien spirituel. Donc, petit à petit, elle va délaisser aussi ce lien spirituel qu'elle a avec Dieu. Et ça peut nous alerter aussi. Bien sûr. Plutôt que d'être un parent qui dit oui, mon enfant, il prie jamais, il veut pas se réveiller pour le fajr. En fait, la rahma, dont on a parlé plusieurs fois, où est-elle à ce moment-là? Est-ce qu'on lui demande ce qui le préoccupe, ce qui l'inquiète, ce qui occupe son temps? Et là, c'est aussi en tant que parent d'avoir cette responsabilité de comment est-ce qu'on occupe le temps de nos jeunes. Tu vois, quand tu as des enfants, adolescents qui sont livrés à eux-mêmes entre le moment où ils rentrent du collège-lycée jusqu'au repas du soir, et encore si le repas du soir est pris en famille, enfin, tu vois, Madina, on va pouvoir aller dans où dans plein de sens à la fin de cette interview. Franchement, il y a moyen encore de parler pendant des heures et des heures, tellement que c'est un sujet qui, en tout cas, personnellement, ça me passionne parce que voilà, je vois les conséquences sur le terrain. Mais pour revenir à la question, c'est à nous, en tant qu'adultes, d'amener ces questions-là, ce sujet de la pornographie, de parler des conséquences et de faire sentir aux jeunes et moins jeunes que la pornographie, c'est pas juste un moment de bien-être que tu passes devant ton téléphone à regarder des images ou des vidéos sexuelles. C'est une bombe à retardement, en fait. C'est une bombe à retardement parce qu'il y a aussi, il faut savoir qu'il y a certains sexologues qui pourraient dire oui, non, la pornographie, c'est bien, ça va venir réveiller les sens et amener d'autres fantasmes, etc. Non, en fait, ça a tellement de conséquences néfastes qu'il n'y a pas de porte ouverte en fait à cette possibilité d'éveil des sens. Non, à un moment donné, il faut arrêter d'embellir des choses qui ne le sont pas. Bah, encore une fois, c'est un peu, on en revient vraiment à la sagesse de l'islam. C'est exactement comme l'alcool en fait. C'est-à-dire que l'islam a prohibé l'alcool en disant on ferme la porte parce que trop de conséquences néfastes en fait. Et ce truc de oui mais ça désinhibe, oui mais ça donne des idées, oui, mais on arrête ça en fait. Et la pornographie c'est exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que là vous dire oui moi je suis créatif hein, quand je suis sous drogue ou je suis on arrête en fait hein, tout ce qui amène à une addiction est à prohiber parce que les conséquences sont tellement dramatiques. Quelle est la joie quand tu détruis une famille? Quelle est la joie quand tu détruis un couple? Quelle est la joie quand tu te détruis toi? Tu vois, on parle du holistique à l'individuel, c'est-à-dire que la pornographie, ça fait d'abord du mal à soi. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on insiste sur le fait que la pornographie, c'est un peu la solution extrême, mais qu'en fait, cette frustration-là, cette non-connaissance de sa sexualité, on est à peu près tous concernés dès lors on n'a pas réglé le sujet en fait. Donc il faut absolument que chacun prenne conscience du fait que ça concerne tout le monde et qu'on se doit de se réparer au mieux. En fait, ça fait pas toujours plaisir à entendre. Ça peut paraître même très cavalier de tous s'inclure dans ce sujet-là, mais peut-être que Inch'Allah, ce sera l'une des solutions pour qu'on puisse se réparer et derrière s'assurer que la génération qui vient sera réparée. Ouais, elle aille mieux tout simplement quoi. Inch'Allah. Merci beaucoup Zina, c'était passionnant. Moi aussi, j'aurais pu continuer des heures. C'est pas mon domaine de spécialisation, mais c'est tellement, ça nous touche tellement. Vraiment, et ça pourrait être tellement plus simple. Donc vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense grandement pour tes efforts et ton travail au quotidien. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils souhaitent te contacter, Zina? Donc sur mon compte Insta, Connaissance ou Zina Hamzaoui. D'accord, très bien. Et sur le site internet, si les gens veulent prendre une consultation, etc., ils le peuvent? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Super. Ben, je te remercie vraiment beaucoup, Zina, pour ton intervention. Avec plaisir. Merci à toi et bravo aussi pour ton travail. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion.
J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.